Vous écoutez LVE, il est 19h04. 18h, 20h. Un an d'info sur LVE. Raphaël Mille. En direct et en public jusqu'à 20h. Le grand débat d'un an d'info avec autour de la table les éditorialistes de LVE. Je vais faire dans l'ordre alphabétique Arnaud Dika. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Raphaël. Et bonne année. Merci. Et bonne année. Clément Le Fur. Bonsoir et bonne année. Bonsoir Raphaël. Ensuite, nous avons Ivan Zulfikar Pazik. Bonsoir et bonne année. Dans l'ordre alphabétique, du coup. Des prénoms. Ah oui, bah, bonne année. Merci. Rémi Raphaël. Bonsoir Dernier, et du bonne coup. année. Bonsoir. Bah, c'est comme ça. C'eût été moi que je lui étais dernier également. Merci d'être là ce soir et vous avez le droit de vous écharper, mais en toute courtoisie s'il vous plaît, my right honorable friend. En face des micros, s'il vous plaît. Alors je vais faire comme j'ai fait avec Elisabeth Martichoux, je vais vous poser à chacun la première question. Quel est pour vous l'événement de 2018? Et on va faire dans le même ordre que tout à l'heure. Arnaud. Comme Elisabeth, incontestablement, c'est les Gilets jaunes. Bon alors avant que vous continuiez, juste pour qui c'est les gilets jaunes, levez la main. Que vous, très bien, continuez. Oui, donc c'est incontestablement les Gilets jaunes. Enfin, pas juste les Gilets jaunes, mais en tout cas le changement dans les modalités de contestation qu'ils représentent. C'est ça pour moi l'événement de 2018. Clément. Je crois que c'est très très récent, mais je crois que c'est le grand réveil scientifique que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que on a vu la fameuse émission d'Envoyé spécial il y a quelques jours sur le glyphosate. Et il y a eu énormément de réactions du monde scientifique devant, Voilà une. devant cette horreur de non-faits scientifiques qui ont été accumulés. D'émotivité. Et c'est ça, d'émotionnalisme. Et on a retrouvé la même chose un peu plus tôt dans l'année quand des médecins ont commencé à remettre en cause l'homéopathie, notamment. Oui. Et on a vu ce grand réveil scientifique qui est en train de saisir la France pour mon plus grand bonheur. Ivan. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi ça m'étonne Qui a pas, été... ça Non, mais c'est pas étonnant, mais c'est quand même un événement qui est très important puisque les États-Unis, première puissance, la Chine, deuxième puissance. J'ai, à mon plus grand bonheur, je devrais peut-être pas le dire, pu constater que des doutes sont en train d'être exprimés en Chine sur la capacité du pays à continuer plus longtemps l'affrontement. Mais oui, incontestablement, c'était vraiment cet événement qui était le plus important. Et pour finir, Rémi. Eh bien, je suis assez étonné qu'il n'y ait personne qui dit la Coupe du Monde. Donc, c'est Bah, pas. j'aurais dû mon en événement de parler l'année. tout à l'heure. C'est pas mon événement de l'année, mais je me disais, je vais pas prendre la Coupe du Monde exprès. Donc, si personne le dit, je dirais en premier la Coupe du Monde et en second, parce que j'ai le droit à 2 choix vu que je suis le dernier. Ça marche pas comme ça, hein, mais d'accord. Ce serait pas de l'argumentaire d'Élise Lucet, ça Je sais pas. Niveau logique, non? Pardon. Emmanuel Macron. Quelle violence! Rémi, continuez, je vous en prie. On peut commencer par se calmer, s'il vous plaît. Ce serait pour être encore un peu plus scientifique, puisque je me disais tout ce qui est gilet jaune, tout ça, c'est un peu trop vu et revu. Ouais, voilà, c'est ça. L'appel de Paris de Macron. Donc c'est juste un début. Je sais pas si vous voyez très bien ce que c'est. C'est un début. C'est Macron en novembre 2018 qui a fait un appel lors du forum sur la gouvernance de l'internet par l'ONU. Ah oui. Il a fait un appel pour essayer de régir un peu ce qui se passe sur internet. Donc ça a super bien fonctionné. Il y a eu plus de 300 signatures. Il y a eu les très grandes entreprises comme Apple et Google, Microsoft et Airbus qui ont signé par exemple, et plein de pays. Mais c'est encore qu'un début, parce qu'il n'y a ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie qui a signé. Et en fait, le but, c'est vraiment essayer de s'attaquer à tout ce qui est cyberattaque, cyberdéfense. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On a vu ce qui s'est passé en Estonie en 2007. Ça devient de plus en plus dangereux. Donc là, c'est un début d'éveil entre les États et les entreprises, un début de lien entre les États et les entreprises. Donc pour moi, si ça continue l'année prochaine, c'est à Berlin. Le forum, il va être à Berlin l'année prochaine.
ça peut être vraiment un événement qui est à suivre. Merci vous quatre pour ce premier tour de table. Je vous propose qu'on rentre dans le dur et on va parler d'abord d'un sujet international. Non, Antoine, non. T'as dit le dur. Je ne souhaite pas aborder à nouveau les thèmes qui ont été développés avec Elisabeth Martichoux. Si vous voulez les commenter, c'est maintenant. Sur les gilets jaunes et les européennes, des choses à dire? Non, adjugé, vendu. Vous aurez plus d'autres occasions, faites attention. Le dialogue intercoréen. Alors, vous le savez, cette année, les deux Corées se sont parlé à nouveau. Ryoma nous le rappelait tout à l'heure aux Jeux Olympiques d'hiver. Nous nous sommes retrouvés avec une équipe unifiée de Corée. Et encore dans d'autres sports, en l'occurrence le basket, si je ne m'abuse, une équipe unifiée de Corée également. Un dialogue également entamé entre Kim Jong-un et Donald Trump qui amène peut-être à des relations meilleures entre les deux Corées. Est-ce que ce dialogue intercoréen est un espoir, Rémi? À C'est votre moi qui tour. commence, parfait. Vous vous plaignez d'être dernier, ben voilà, premier. T'assistes à une promotion. Ah bah super, je prends toujours. Ce qui est intéressant, c'est déjà je trouve, c'est de voir que quand vous parlez de Intercorée, vous parlez directement des États-Unis, et donc je pense que c'est sur ça que ça va le plus se jouer. Donc là, il y a beaucoup de symboles. On a vu tous les symboles qu'il y avait, les JO, il y a eu des trains qui sont passés, des rencontres et tout ça. Mais le vrai problème, c'est les États-Unis toujours. Hein. S'ils veulent pas que ça aille trop vite, ils veulent attendre la dénucléarisation. Donc je pense que c'est sur la bonne voie, mais ça, faut faire attention quand même, surtout avec Donald Trump. Parce que c'est assez simplement, si Donald Trump ne veut pas, ça va pas se passer. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Et donc c'est vraiment bien ce qui s'est passé cette année. On ne pouvait pas s'y attendre, en début de l'année en tout cas, je pense fin 2017, on ne pouvait pas s'attendre à un tel rapprochement. Mais il faut toujours faire attention aux États-Unis. Donc c'est pas vraiment intercorée, ça serait presque tripartie. Les deux Corées et les États-Unis. Ivan, est-ce que ce serait pas même quadripartie? Non, mais je vais pas réagir tout le temps sur la Chine. Non, il y avait. On t'a appelé pour ça. Il faut pas oublier surtout que ce qui s'est passé, c'est bien beau la dénucléarisation, sauf quand ça fait s'effondrer des sites d'essai, comme c'était arrivé justement en 2018, et du coup ça pose un peu les questions, est-ce qu'ils sont capables vraiment de le faire, et à quel prix, puisque c'est un peu ça, c'est l'essence de leur protection à la Corée du Nord, l'arme nucléaire qu'ils ont eue par le Pakistan. Est-ce que vraiment ils sont prêts à juste enlever un peu leur bouclier de protection face aux États-Unis? Je ne pense pas. Et c'est pour ça qu'on n'en parle plus, en fait. C'est qu'il se passe plus grand-chose. Donc c'était un peu, oh là là, c'est les Jeux Olympiques, on fait un petit coup de communication, super, et puis plus rien. En tout cas, moi, je le prends sur les médias français, sur ce qui s'est passé. Donc, faut chercher un petit peu, mais on en parle quand même. Arnaud. Je vais être d'accord avec Yvan, c'est-à-dire que... Excusez-moi. Déjà, il faut prendre en compte le fait que ça a fait un effet d'annonce, mais c'est important de remarquer que maintenant, dans les médias français, on n'en parle pas beaucoup. Et surtout, il y a un truc très intéressant que Clément aussi a dit quand il a dit que c'était pas vraiment un rapprochement entre les deux Corées. Je pense que c'est Rémi plutôt. Oui, Rémi. Pas de problème. On nous confond souvent avec les cheveux. Non, en fait, c'est que je ne connaissais pas. Okay. Et du coup, qui disait que on pouvait pas enlever les États-Unis de l'équation. C'est une réflexion qui a pas grand-chose à voir avec le sujet, parce que merci. Non, ce que je m'apprête à dire. Non, ce que Arnaud dit. Ce que je m'apprête à dire, en gros, c'est une réflexion plus générale à partir de la situation actuelle. C'est une réflexion sur notre rapport avec l'homogénéité. C'est-à-dire que, en gros, ce qui est demandé à la Corée du Nord est probablement en fait à la Corée dans tout son ensemble, c'est de correspondre à un modèle du monde qui est entre guillemets homogène. Et en fait, du coup, par le biais de l'intervention des États-Unis, c'est là-dessus en fait que s'axe toute la communication entre les deux Corées. C'est-à-dire que les deux Corées communiquent grâce aux Jeux Olympiques.
qui participe en fait à rassembler les pays. Tous les symboles tous les symboles de rassemblement qu'on voit, c'est des symboles qui parlent à l'intégralité du monde. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de lumière qui est faite sur ce qui lie culturellement les deux pays, à l'international en tout cas. Et c'est là-dessus que moi je suis très intéressé, parce que du coup je me demande en fait, est-ce que dans cette histoire on serait pas en fait en train de on serait pas en train de voir une espèce de lutte culturelle qui se fait entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et les États-Unis. On sait déjà qu'il y a eu une grande lutte culturelle entre les États-Unis et la Corée du Nord pendant très longtemps. En tout cas, du côté de la Corée du Nord, il y a toujours en fait cette forme de repli sur soi culturel pour lutter contre le reste du monde en fait. Et moi, c'est là-dessus que je suis un peu interpellé, parce que je me dis bon. En fin de compte, qu'est-ce qui est demandé à chaque pays? Qu'est-ce que chaque pays est capable de faire en fonction de ce qui lui est demandé? Et à quoi va ressembler le monde une fois que ce sera fait? Clément? Je vais être assez bref, parce qu'on a déjà discuté de la chose avec Ryuma, je crois, lors d'un débat. C'est fort probable. Il me semble, et j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je pense juste que la politique, le calendrier politique américain va jouer un rôle clé. C'est-à-dire que faut pas oublier que l'année prochaine, 2019, c'est entre guillemets dernière année de mandat de Trump, qu'ensuite il va préparer sa présidentielle. Donc tout ça va faire que je pense qu'il n'y aura pas d'avancement avant au moins 2020. Enfin, les deux Corées ont quand même annoncé décidément, on est deux, dénucléarisation dans l'année. Hein, c'est quand même ce qui est prévu. Des choses à ajouter sur ce thème? À droite, à gauche? Non? Au centre, s'il vous plaît. Un autre thème dans l'actualité internationale, c'est le Brexit, bien entendu. Normalement, c'est prévu le 29 mars. J'ai dit normalement. Vous l'aurez remarqué. L'accord a été rejeté. J'ai envie quand même de commencer avec Arnaud, parce que c'est vous qui vivez en Angleterre. Oui, enfin, je tiens à préciser que je vis pas en Angleterre depuis assez longtemps pour avoir un avis qui est autre que celui d'un Français qui observe la situation. Et du coup, le Français qui observe la situation tout en étant en Angleterre me dit quoi du Brexit? Ben pas grand chose de plus que ce que les autres vont dire, à mon avis. C'est-à-dire que c'est un énorme imbroglio, qu'on sait pas du tout à quoi ça va ressembler ensuite. Et à titre personnel, ce que j'en pense, c'est que c'est un exemple typique en fait de l'échec de la politique, pas de la politique actuelle en Grande-Bretagne, mais en tout cas de l'échec d'une façon de faire de la politique. C'est-à-dire, c'est l'échec comment est-ce que je pourrais expliquer ça? L'échec de la pensée selon laquelle un petit groupe de gens vont toujours réussir à trouver un consensus. C'est vraiment ça qui m'intéresse, parce que je me dis, bon, ce qui a mis en branle le Brexit, en fin de compte, c'est, certains vous diront, ce sont les intérêts personnels de certaines personnes qui ont un peu manipulé l'opinion. Ça, c'est ce que diraient les gens qui sont anti-Brexit en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup ce genre d'idées, par contre. Et ce qui est incontestable, c'est que la discussion et le référendum qui a suivi, la discussion autour du Brexit et le référendum qui en a suivi était très, très peu objective. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure du réveil de la pensée scientifique et qu'on adorait ça. On n'a pas vu ça, en fait. On n'a pas vu ça. Et même parmi les Britanniques, en fait, on ne voit toujours pas ça. On ne voit toujours pas, en fait, de retour critique sur comment est-ce qu'on a abordé la question et sur comment est-ce qu'on aborde, en fait, l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement. Et du coup, je peux pas me prononcer sur s'il y aura un Brexit, s'il y aura pas de Brexit, sur si Theresa May va rester au pouvoir. J'en suis pas sûr. Ce sur quoi je peux me Démission prononcer. ou motion de censure? Honnêtement, je pense démission. Oui, J'adorerais démission, en fait. C'est surtout ça la vérité. J'adorerais démission, mais je pense Nouvelles élections? J'aimerais bien. Ce serait intéressant, en effet. J'ai envie de vous demander si le Brexit ne serait pas aussi
symptôme d'un problème au niveau de l'intégration européenne, Rémi? Oula, à ce point-là, carrément. Bah, Oui, bah je pense c'est-à-dire pas- je que pense pas qu'on si peut- vous voulez, non, quand bah, De Gaulle était au pouvoir, Ouais. l'Angleterre n'est jamais entrée parce que De Gaulle Ouais. a toujours dit de toute façon ce sera pas des bons Européens. Oui, et s'ils Euh, rentrent, ils vont poser des problèmes, c'est sûr, mais je pense qu'on peut pas l'élargir à toute l'intégration européenne. Enfin, la Grande-Bretagne, c'est quand même un pays particulier, une île qui se veut toujours un peu différente de l'Europe, qui se veut Alors toujours un c'est peu une île au-dessus. plus un bout d'île. Oui. Parce qu'il y a Voilà. aussi l'Irlande du Nord, c'est un autre problème, on y revient après. C'est Ça veut dire quoi, des- toujours? Pardon? Ça veut dire quoi, toujours? Toujours quoi? Toujours un peu différent. Ça va jusqu'où, sont- toujours? Ils sont toujours... Oula, jusqu'où? On peut remonter quand même assez loin, je pense. Rien que déjà, tout ce qui était les Normands, tout ça, même le début de la monarchie, c'était déjà, ils se voulaient déjà comme la France, mais différent de la France. Après, ils se voulaient comme l'Europe, mais différent de l'Europe. Après, ils se voulaient anglophones, mais en même temps pas comme les Américains. Il y a Bah, toujours c'est une- surtout les Américains qui se voulaient pas anglais, hein, Ouais, si mais- je puis me permettre. Aujourd'hui, c'est aussi le contraire quand même. Mais je pense pas qu'on peut l'élargir à toute l'Europe, en tout cas. Ivan. Sur le sujet, je pense qu'il est bon de. Il serait bon que tout le monde regarde la série Yes Minister et Yes Prime Minister, parce que c'est un peu un résumé de ce qui se passe. Ça a été fait dans les années 70, une série, une sitcom, et c'est très très actuel. Ça fait vraiment peur après 40 ans. Sur la question du Brexit, je vais trancher peut-être un peu plus, une démission, et ils vont sortir c'est le 29. Mars, pour moi, et en fait par il y a, sortent sans il y a accord, cette c'est espèce ça d'effet en Europe, enfin dans l'Union européenne plutôt, ils sont déjà sortis en fait, parce qu'on en parle depuis combien de temps? Depuis 2016. Et il y a eu toute une machine médiatique qui en a parlé, qui en a parlé et qui en a parlé. Et peu importe ce qu'on pense, en fait, il y a cette idée très très enfouie chez nous que ils sont déjà sortis. Donc, moi, ça m'étonnerait vraiment pas que l'Europe soit à ce point intransigeante fin mars et ne veuille aucun compromis et plus fasse de deal, sortir. du coup. Hmm. Et plus de deal, du coup. Oui, Oui. donc sorti avec no deal. Clément. Bah, tout a été dit. Non, j'avais ici même sur ce plateau prédit le refus de l'accord. Malgré les vaines oppositions de mon camarade Ryuma. Non, je pense en effet que la fierté britannique les poussera à un no deal dans 2 mois. Quant à la tête de Theresa May, si la coutume française est de la couper bien haute, je crains que par mimétisme, cette fois-ci, la sienne ne tienne pas encore, ne tienne plus très longtemps. Mais alors, selon vous, parce que vous êtes 3 quand même à me dire qu'il y aura plus de gouvernement May, mais à quel horizon? 4 même? Ah non, moi j'ai pas dit ça, au contraire. Bah bon, d'accord. Mais à l'horizon quand? Quand est-ce qu'elle saute? Avant ou après? Après. Après, oui. Mais et pour rebondir sur ça, juste 2 minutes, Oui, allez-y. j'avais vu que, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur Madame May. Déjà, avant toute chose, j'avais vu une vidéo absolument rigolote, pas vraiment, qui défendait le fait que on choisissait, tenez-vous bien, des femmes pour les situations désespérées qu'on savait où on savait que ça allait tout capoter. On choisissait pour représenter une entreprise ou un État une femme. Et du coup, il y a toute cette théorie qui a été un peu construite autour de ça. Et en exemple, il y avait eu donc Madame May. Et bon, ils ont un bon point, certes. Après, je sais pas si cette théorie peut être validée. Mais C'est une théorie de Rocaille et Diallo, c'est ça? non, mais j'avais trouvé ça assez marrant. Voilà, c'était sur ça que... Mais je suis sûr qu'elle sautera, oui, peu de temps après. Clément, pour vous, elle saute quand? Avant ou après? Bah, quoi de mieux pour May que de sauter en mai? Oh non. J'avais envie de la faire en Quelle plus, année. je peux rien dire. Bon,
Un dernier point sur le Brexit, parce que aucun de vous ne m'a dit si c'était plutôt bon que les Anglais sortent ou si c'était plutôt mauvais que les Anglais sortent. Alors on a déjà fait ce débat il y a 3 ans, à l'époque avec Antoine et Gaël. Propose un payé. C'est mal de dire ça, Antoine, les absents ont toujours tort. Arnaud. Ben moi, comme je le disais, le problème, c'est pas de savoir si c'est plutôt bon ou si c'est plutôt mauvais qu'ils sortent, parce que je pense même que d'ailleurs Yvan l'a dit, en principe, dans les faits, pour la quasi-totalité de la communauté européenne, ils sont déjà pas là. En fait, le truc, c'est... Mais vous me répondez pas là, Arnaud. Je m'apprête à le faire. Le truc, c'est quels sont les arguments, quelles sont les raisons qui ont poussé les Anglais à vouloir sortir? Quelle est l'opinion qui s'est exprimée par cette décision? Moi, c'est ça ma question. C'est-à-dire que on peut pas vraiment savoir si c'est bon ou pas maintenant, parce qu'on manque de recul. Ce qu'on peut savoir en revanche, c'est comment c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Est-ce que les raisons qui ont fait que ça arrive sont des raisons qui sont... J'aime pas beaucoup dire ça comme ça, mais est-ce que c'est des raisons rationnelles? Vous inquiétez pas, les Japonais utilisent beaucoup ce terme de rationnel. Entre autres dans leur droit, c'est dire si c'est difficile à interpréter de temps en temps. Je pense que Ryoma sera d'accord avec moi. Mais bon, d'accord. Ça c'est un joker. Parce que notre public c'est Ryoma. Voilà. Et Aurélien. Rémi, pour vous le Brexit c'est plutôt une bonne chose pour le Royaume-Uni et ou l'Europe ou pas? Forcément, je sais pas très bien répondre. Je vais répondre un peu à la normande encore. On est dirais que retourné en ça Bretagne dépend, alors. ça dépend surtout de la manière dont c'est fait. Ça dépend de comment l'opinion le voit et de la manière dont c'est fait. Parce que déjà, juste un petit point, si on sait même pas vraiment ce que c'est que le Brexit, parce qu'entre un no deal, un hard Brexit ou un soft Brexit, il y a quand même des très très grandes différences. Donc est-ce que c'est la même chose? J'avais même vu quelqu'un qui disait la seule façon de refaire un deuxième référendum, parce que c'est un peu le rêve de tout le monde, ce serait de faire un référendum avec voulez-vous sortir de cette manière ou de cette manière. Parce qu'il expliquait qu'il y a peut-être 52% des Anglais, enfin des Britanniques qui ont voté pour sortir, mais est-ce qu'il y en a 52 qui étaient d'accord pour sortir de cette manière-là, avec tous les problèmes qui ont suivi? Peut-être que si ils voulaient sortir avec ou sans deal, ça aurait changé un peu la chose, mais on ne pouvait pas le savoir. On fera pas le débat sur l'information autour du Brexit, comment c'est ça que marche, etc. On sait même pas vraiment ce que c'est, et donc ça dépend surtout de la façon dont c'est fait. Là, s'ils partent avec un no deal, il y a la France qui a débloqué un plan de 50 millions d'euros, j'avais vu ça. Donc on commence à se préparer, nous. Après, si ça dépend, ça se trouve, ça va juste éclater toute l'Europe, ça se trouve, ça va la fédérer. Ça, on va vraiment s'en rendre compte avant que ça arrive, et surtout de la façon dont ça va être fait. Arnaud, juste une question rapide. S'il y a un no deal, vous pouvez rester en Angleterre? Oui, en fait, tout ce qui... D'ailleurs, non, je suis pas sûr, parce que, en gros, toute la politique des universités anglaises actuelles tient parce qu'il supposait qu'il y aurait toujours un deal. Donc je sais pas exactement ce qui se passerait s'il y avait un no deal. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute manière, la politique d'accueil des universités va changer à partir du 29 mars, et j'espère que je pourrai rester, ce serait bien. Ouais, en effet. Vous vouliez rajouter un mot, Rémi? Oui, ça, je peux un peu y répondre, parce que je suis dans une période où je vais partir l'année prochaine à l'étranger, donc il y a il y a beaucoup de gens qui essayent de voir comment ça va se passer en Angleterre. En Bretagne, c'est ça? Voilà, dans ce coin-là. Pays étranger. Et il y a quand même civilisation, s'il vous plaît. Et il y a quand même beaucoup de chances que vous puissiez rester, parce que... Mais je vous aime bien les Bretons. Hop, c'est parti, on change complètement de débat. Aucun problème. Il y a beaucoup de chances qu'on puisse rester, parce que les universités en général ont des accords bilatéraux. Et donc, il y a très peu d'universités qui passent que par Erasmus. Donc là, ce serait si un audit, ça partirait complètement. Mais moi, on me disait dans ma faculté que de toute façon, toutes les universités anglaises étaient accompagnées d'un accord bilatéral. Donc non, pas de problème. Après, le problème, c'est est-ce que vous pouvez passer la frontière, si je puis me permettre. Parce que le point de départ, c'est quand même ça. C'est est-ce que vous êtes en situation régulière sur le territoire anglais? Et c'est quand même là que les choses vont se jouer. Ivan, pour vous, c'est une bonne chose ou pas, le Brexit? Là, je vais reprendre les mots de mon voisin tout à l'heure. Arnaud. Sur la question, est-ce que ça va fédérer ou pas, on peut pas. C'est pas. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de lier ça à une fragilisation de l'Europe, parce que on a très très bien vu
la manière assez arrogante et assez opportuniste que l'Union européenne, le Parlement et nos chers dirigeants européens ont fait et ont utilisé un peu l'opportunité qui se présentait à eux pour un peu renvoyer les Anglais chez eux. Bon, bah merci beaucoup, c'est cool. On a trouvé un plan sans vous, bah au revoir. Donc ça avait été un peu drôle de voir ça se passer sous nos yeux. Donc la question de la Fédération européenne n'a aussi jamais vraiment concerné le Royaume-Uni, puisqu'il n'a jamais été à 100% dans l'Union européenne. Donc c'est pour ça que cette question précise concernerait un peu plus l'Europe si la Hongrie décidait de partir, si la Grèce décidait de partir. Mais bon, ce sont deux pays qui bénéficient grandement de l'argent européen. Clément. Le cas qu'on a à peu près tous envisagé, qui veut dire la sortie du Royaume-Uni avec un no deal, veut dire la renégociation d'accords bilatéraux entre chacun des pays. Et je pense que financièrement, ça va rester à l'avantage en tout cas de la France. Dans notre cas, ce sera un avantage plutôt, je pense. Mais donc pour le Royaume-Uni, c'est perdant. Je pense que globalement pour le Royaume-Uni, sur la totalité, peut-être ils peuvent être gagnants, sachant qu'ils pourront faire peut-être plus pression sur des pays de l'Europe de l'Est, un peu plus à l'Est. Mais ils vont sans doute être perdants par rapport aux accords qu'ils avaient actuellement pour l'Allemagne, l'Espagne et la France. Bien, je pense qu'on a fait le tour du sujet Brexit. Non. Rémi, dernier mot. Pour ajouter, parce que vous avez l'air d'être tous d'accord avec le fait qu'on pense qu'ils soient déjà partis. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, dans ma tête, et je pense dans la tête de pas mal de monde, ils sont pas forcément déjà partis. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent qui restent, qui pensent qu'il y aura pas de Brexit, et aussi parce que même si le Parlement il est assez intransigeant dans les termes de l'accord, il est pas non plus à ne pas vouloir renégocier l'accord. Ils ont l'air d'accepter qu'il y ait sûrement un report, c'est pas impossible. Oui, ça c'est possible. Oui, mais attention, voilà. Michel Barnier a dit il n'y aura qu'un seul accord de Brexit. Oui, voilà, c'est ça. On ne renégocie pas, Voilà, nous Européens. Mais Donc après, c'est sur l'accord lui-même, il n'y en aura pas d'autre. Rien qu'au niveau juridique, parce que je fais du droit aussi, la Cour de justice de l'Union européenne a quand même dit vous pouvez unilatéralement abandonner l'activation de l'article 52. Donc c'est-à-dire que les Britanniques ils peuvent juste dire bon, finalement on reste. Aucun Mais problème. il faut que ça passe par le Parlement. Ah voilà. Par la Chambre des communes, et vous savez que si jamais ça passe par les chambres des communes, il y a vraisemblablement, là je pense qu'on peut s'avancer, il y aurait une motion de censure qui serait vraisemblablement votée cette fois-ci, parce que la dernière c'était un cheveu qu'elle a été ratée, 325 contre 303, 306 pardon, 306, je revérifie les chiffres dans une seconde. Voilà, donc Oui, mais il y a quand même une acceptation qui puisse rester. Ils sont pas, on leur dit pas, c'est bon, vous partez. But my right honorable friend, please. C'est possible en droit. Est-ce que c'est probable? Ah, ça, je sais pas. Ah bah c'est peut-être Mais là le on peut problème. pas- Oui, mais bon. Voilà, c'est juste l'idée qu'ils sont pas forcément partis, ils sont pas obligés de partir. Mais il peut y avoir un report. Et juste avant qu'on passe au sujet suivant, je rappelle juste le dernier point d'imbroglio. Si jamais le Brexit est annulé ou si jamais il est reporté au-delà du 26 mai, il va falloir élire des députés européens britanniques. Ouais. Je le rappelle juste, au passage. Donc ça peut poser problème, parce que si on les élit pour combien de temps? 5 ans si jamais les Anglais restent, et plus, moins s'ils décident de partir au final. C'est plus prosaïque certes, mais c'est un fait. Bien, dans la suite de ce débat, 19h33 sur LVE, les enjeux climatiques. 2018 a été l'année la plus chaude de l'histoire. Alors, est-ce que pour vous, ça signifiera le retour des enjeux climatiques? Comment ça? C'est la deuxième la plus chaude, pardon Antoine. Après 2003. Après 2003, d'accord. Bon, mais c'est quand même une des plus chaudes. À 0,2 degrés. Voilà, à 0,2 degrés près, me dit Antoine. Merci pour la correction. Donc une des plus chaudes, la deuxième plus chaude de l'histoire. Est-ce que ça
va signer ou est-ce que ça doit signer le retour des enjeux climatiques? On avait encore aujourd'hui 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles lors des marches pour le climat. J'ai envie de commencer avec vous, Clément. Alors, je vais être obligé d'évoquer un certain reportage que je mentionnais juste à propos il y a de cela un quart d'heure. Parce que oui, bien sûr, l'enjeu du climat va reprendre une grande place. Ce qui me semble terrible, c'est on a l'impression que les arguments scientifiques pour le climat deviennent, c'est un marché. Vous prenez ce que vous voulez, vous choisissez ce qui vous va dans des études, machin, comme ça. Et ça a posé des problèmes terribles parce qu'on peut pas attaquer tous les fronts en même temps. C'est un point. On peut pas tout faire en même temps, c'est compliqué. Donc il faut savoir se concentrer sur l'essentiel, le plus important. Et en l'occurrence, je suis quant à moi persuadé qu'il s'agit de l'énergie. Et que ce sera toujours le nerf de la guerre. Et donc, en l'occurrence, le glyphosate, c'est bien beau, c'est bien joli, mais mais comment dire, c'était un tweet de notre très chère Science Étonnante qui disait le glyphosate, dans les conditions préconisées par Feu Monsanto, maintenant Boiron, n'est pas cancérigène, et le réchauffement climatique actuel est la cause de l'homme. Ces deux faits sont vrais. Si vous en prenez un, ont été scientifiquement prouvés. Si vous en prenez un, vous prenez l'autre. Et donc, voilà, c'est il va être nécessaire de pouvoir comprendre les mécanismes du réchauffement climatique, pour comprendre les points importants en écologie, pour pouvoir les cibler et ne pas perdre des forces dans des combats qui n'en valent, en tout cas pour l'instant, pas la peine, ou qui sont d'importance moindre. Ivan. Sur ce sujet, je n'ai pas un point de vue très marqué. Le fait est que ce qui influe le réchauffement climatique, si on prend les dires de Clément de façon un peu plus large, c'est l'humain lui-même, c'est la façon dont il doit modifier ce qui est autour de lui pour qu'il puisse survivre. Donc à ce niveau-là, en fait, il n'y a rien d'autre à ajouter, puisque le problème, c'est en fait nous. C'est la façon dont on vit, point. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va changer ? Malheureusement, je ne pense pas. Puisque c'est la manière dont on vit qu'on devrait changer. Moi, tout le monde. Et d'ici à, on nous dit dans les vidéos catastrophistes qui sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux et que j'ai du mal à supporter, on nous dit qu'on a encore je ne sais plus combien de temps, qu'on peut encore le faire, on peut sauver les 1,5 degrés, je ne sais pas quoi, de la COP21. Non, et ça va continuer en fait, c'est un chemin. Et les théories disant que oui, bon, on peut essayer courage, il est encore temps, non, ça ne tient absolument pas. Et pour moi, c'est inutile de faire des choses comme ça. Voilà. Arnaud, je vous vois Puisqu'on du chef. Puisqu'on est sur le sujet des opportunités gâchées, je tiens à signaler les deux initiatives lancées par des youtubeurs. La première, je me souviens plus de son nom. Je crois que il est encore temps en plus. La deuxième, c'est en tout cas l'affaire du siècle, où il voulait attaquer l'État français de justice. On a parlé du problème de la scientificité de la plupart des revendications. On a parlé du problème des efforts qui sont un peu gâchés parce que on n'ose pas regarder la vérité en face. En fait, voilà, moi je veux juste surenchérir sur ces deux points. On a énormément tendance à refuser les constats clairs, les constats simples, à refuser de prendre en compte certaines choses qui sont nécessaires à établir. C'est-à-dire que
au rythme où on en est, on pourra pas maintenir un réchauffement, on pourra pas stabiliser en tout cas l'augmentation de la température, on pourra pas on pourra pas inverser la tendance, on pourra pas sauver autant d'espèces qu'on voudrait, on pourra pas faire une transition énergétique tout simplement parce que déjà en fait je dis pas parce que je suis pas sûr qu'on soit tous des experts sur le sujet, mais on est très très peu au courant de tout ce que ça représente en fait. On sait pas quelle politique il faudrait mettre en place, et quand je dis on, là par contre j'élargis aussi à nos hommes politiques, parce que comme j'aime à le répéter, sur le sujet c'est à peu près autant des béotiens que la plupart d'entre nous. On ne sait pas quelle politique il faudrait mettre en place, on n'a même pas encore les moyens de le faire, on ne sait pas jusqu'à quel point en fait on va devoir altérer nos modes de consommation, nos modes de production. En fin de compte, on marche en terre inconnue avec la certitude absolue qu'on va réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'alarmant pour moi. Ivan voulait rajouter un mot ensuite. Oui, de façon très courte, je suis très d'accord avec ce que Arnaud vient de dire, et ajouter aussi le fait que sur ce débat, il y a de façon plus large une confrontation entre différentes catégories socio-professionnelles, pour ne pas être un peu trop vulgaire, et entre pays dits développés et dits en développement. Et on essaye de nous expliquer que maintenant, nous, les pays développés qui avons participé à 40-50% des émissions totales, j'ai vu ça dans le monde diplomatique du mois dernier, on essaye d'expliquer aux pays dits en développement que en fait il faut faire des efforts dès maintenant, mais les efforts dans des pays comme ça, ils ont toutes leurs infrastructures à construire, ils ont tout leur modèle de développement que ici nous avons des routes, nous avons des manières de communiquer entre nous, dans d'autres pays qui n'ont pas eu en fait cette chance entre guillemets, en fait c'est le modèle le problème. Voilà. Rémi, pour aller très vite, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'année la plus chaude, en février, je suis allé au ski. Hein. merci Donald Trump. Si vous voulez, on va faire un Non, mais petit c'est micro-trottoir pour à dire, la non, mais Maison pour dire Blanche, que des gens puissent dire ça, enfin que autant de gens puissent dire ça d'ailleurs, c'est pour un peu rejoindre pas mal de points de vue qui sont arrivés ici. Il y a un grand manque de communication de la science, je pense, et on pourra jamais on pourra jamais convaincre tout le monde qu'il faut changer la façon de faire, parce que ce sera toujours c'est impossible à faire, c'est toujours aux autres de faire, c'est pas à nous de changer. Donc pour moi ça vient toujours des politiques et ça vient toujours de l'énergie. Donc ça rejoint un peu Clément là pour le coup, mais faut arrêter. Il y a une vidéo assez récente d'ailleurs de In a Nutshell qui disait en gros que manger bio, manger pas bio, c'est à peu près pareil. On s'en fout un peu. Ouais. Voilà, le vrai problème c'est l'énergie, c'est comment on gère l'énergie, et si la science arrive à avancer, là on arrivera à vraiment faire des choses, à vraiment faire un changement, et donc on arrivera à quelque chose, que les gens changent leur mode de consommation ou pas. Donc ça doit venir des politiques pour moi, et ça doit venir sur l'énergie. C'est-à-dire que si on se retrouve dans des pays où on coupe les budgets alloués à la recherche chaque année, Voilà. on n'a pas vraiment de chance d'arriver à tout ça. Ça marche pas bien. Clément. Je rajoute 2 mots peut-être sur le rôle des médias dedans, parce que Allez, hop, un petit coup. Non. Ne inquiétez pas, je vais battre ma coulpe. C'est comment je pense que les rôles les médias, notamment en France, plus largement dans les pays développés, ont leur rôle à jouer dedans, dans le sens où on les explique que pour sauver l'environnement, c'est pas très compliqué, il suffit de fermer le robinet quand on se brosse les dents et de faire un composteur dans le fond du jardin, et hop, on va sauver l'environnement. Et alors là, tout le monde se dit c'est génial, j'aide à sauver l'environnement, tout va bien, on est bien les gars. Alors que la vérité elle est tout autre, et que les 2 grands défis, c'est en effet l'énergie, ça va être c'est la question des industries, puisque qu'est-ce qui pollue, c'est pas vous quand vous allumez la télé, c'est toutes les industries qui composent le pays, majoritairement c'est ça. Donc en particulier le BTP d'ailleurs. Oui, totalement. Mais donc, Numéro 1. ça veut dire que c'est ces 2 questions qui devraient être au cœur de nos préoccupations, et qui ne le sont pas par un brouillage médiatique
qui décentrent, qui veulent faire du citoyen le petit citoyen modèle qui met la main à la pâte, mais qui de ce fait empêche justement de mettre en valeur les véritables problématiques. Alors une petite précision que me donne Antoine, depuis 1850, les pays du Nord sont à l'origine de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Merci Antoine. Est-ce que nous avons fait le tour? Messieurs, des choses à rajouter? Non mais vous n'êtes pas au micro, c'est pas la peine. La prochaine fois Ryoma peut-être. Sérieusement, parmi les 4 qui sont là, des choses à rajouter sur le thème de l'environnement? C'est Arnaud? juste une petite, Oui. anecdote assez drôle. Récemment, j'ai lu un article scientifique. Bon, c'était pas vraiment un article scientifique en fait, c'est plutôt un article qui parlait qui critiquait en fait la théorie actuelle sur comment on fait de l'histoire et comment on intègre le climat dans notre histoire. Est-ce que vous saviez que pour la plupart des historiographes, en fait, maintenant, on devrait considérer que on est entré dans une époque qui s'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire que maintenant, on a arrêté de décider. Oui. Qu'est-ce que tu me fais? On coupe les sonneries des téléphones, messieurs, merci. Toutes mes excuses. Et donc, nous sommes Bon, entrés donc dans nous sommes dans l'Anthropocène. L'Anthropocène. Oui, donc, alors je vais résumer pour Arnaud parce que je l'ai vu un petit peu aussi. L'Anthropocène, c'est cette période où on est, en gros, on vit à crédit de C'est pas la exactement ça. Bon, c'est En fait, c'est surtout compliqué. la période où on considère que l'homme est un agent géologique à part entière et que planète. du Ouais, coup, voilà, c'est ça. et que du coup, on ne peut pas continuer à faire de l'histoire. En fait, on peut pas continuer à faire de la science, à faire de l'histoire, à faire de l'archéologie sans prendre en compte les modifications qu'on apporte dans le climat et les modifications que les climats apportent dans nos manières de faire de la culture. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste, allez, un quart d'heure pour faire 2 sujets larges. Tout d'abord, j'ai envie que l'on parle de féminisme, puisque ça a été très très important. Enfin, on peut dire que c'est important depuis une 40aine d'années, tout de même, soyons honnêtes, voire plus. Que des hommes. Il n'y a que des hommes, c'est vrai, c'est comme ça. Et alors alors pardon, je ne suis pas un homme, je me reconnais comme. on a mal fait les répartitions des rôles. Voilà, bon, alors sérieusement. On pense qu'à droite il y a des filles et à gauche il y a des hommes. le Déguisez-vous. le avec l'affaire Weinstein, entre autres, on en parlait l'an dernier avec Rémi dans Un an d'info, aussi à 19h. Voilà, ça vous dérange pas la façon dont je fais? C'est bon, c'est pas bon, merci. L'affaire Weinstein a amené le développement sur Twitter du hashtag MeToo, dont on peut dire que c'est le symbole de ce nouveau mouvement féministe. Est-ce que c'est vraiment le nouveau féminisme, ce hashtag MeToo? Et j'ai envie de commencer avec Ivan. Il faut voir les effets que le mouvement a pu en fait produire sur la manière dont on voit le problème qui est dénoncé, c'est-à-dire le fait que les hommes soient au pouvoir, c'est-à-dire des manières soient en tout cas supérieures dans de toutes les manières possibles par rapport aux femmes. Ce que ça a pu produire, et en fait je ne vais dire que ça, dans certaines parties du monde où il y avait et il y a toujours beaucoup de problèmes par rapport au rapport que la société a aux femmes. Je pense, pour ne dénoncer personne, à l'Inde, à la Chine, aux Balkans et à l'Amérique, dans de grosses parties de l'Amérique latine. Mais en fait, c'est un... Aussi. On peut rajouter l'Afrique aussi. L'Afrique. Qui est un pays comme on le sait tous. On le sait tous. Mais en fait, c'est quelque chose qui concerne le monde entier. Donc, voilà. Bon, merci de pas répondre à mes questions. Arnaud, est-ce que ce hashtag MeToo sur Twitter, hashtag balance ton port en France, c'est le nouveau féminisme? Bah, déjà, on a eu un petit échange assez intéressant tout à l'heure avant le débat quand on a dit que l'activisme des réseaux sociaux c'est un peu n'importe quoi.
L'activisme des On a dit réseaux ça sociaux, c'est n'importe quoi. Je répète, juste comme ça, pour qu'on soit tous d'accord. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que on voit une sorte de résurgence de beaucoup de thèses en sciences sociales concernant la domination, concernant l'oppression, concernant le rapport en fait entre la vision du monde des oppressés et la vision du monde des oppresseurs. C'est-à-dire que MeToo, c'est pas juste de dire que on se rend compte que les hommes dominent, c'est surtout de se rendre compte, de dire qu'on se rend compte de ce que ça implique en fait d'exercer du pouvoir sur les gens, sur les corps des gens, sur les regards des gens. C'est pas nouveau en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour ne citer que Pierre Bourdieu, il a écrit, je crois que c'était en 80 sur la domination masculine. Maurice Godelier, il a écrit en 76 sur la domination masculine. Il y en a eu d'autres. Bon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, bref. Que les hommes. Bref, en fait, le truc, c'est... ça donne, entre guillemets, du crédit et de la légitimité à des idées qui, jusqu'à présent, étaient juste des lubies d'académiciens, si je peux parler ainsi. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais que ça porte déjà des fruits. Je sais que ça commence à mener à des interrogations qui sont un peu intéressantes. Notamment, ça interroge sur... J'ai vu fleurir des interrogations sur la question des quotas, parce que vu qu'on a beaucoup discuté de comment justement on allait faire pour endiguer un peu cette surreprésentation masculine dans les positions de domination, ça pose des questions sur les quotas, ça pose des questions sur le sexisme, ça pose des questions sur comment est-ce qu'on contre et comment est-ce qu'on endigue en fait le harcèlement. Pour l'instant, moi ce que j'en dis, c'est que il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante qui est apportée à tous les problèmes qui sont soulevés, mais il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés. Et ça, c'est intéressant. Rémi ? Moi, je trouve que non. Non, c'est pas le nouveau féminisme. Exactement. Enfin, pour moi, c'est exact. Enfin, Merci, suivant. Ah, c'est Non, je fou, rigole, non, je rigole. en vraiment une minute, c'est pour moi, il y a aucun... enfin, il y a Non, pas vous avez du il y a pas de différence. C'est vraiment un nouveau moyen, ça, je suis d'accord. Mais en tant que tel, il y a pas d'autre changement que le moyen qui est là. Et donc après, le moyen apporte des nouvelles possibilités qui sont assez simplement, c'est sur Internet, plus on est extrême, plus ça s'entend en général, et plus on va parler, plus on va discuter. Et donc le problème, c'est que ça va souvent amener des aspects assez extrêmes qui peuvent assez facilement dévaloriser le mouvement et réduire le temps et l'importance qu'on donne aux mouvements un peu plus modérés qui sont quand même... Enfin, c'est toujours un peu la balance qu'il faut trouver. C'est les extrêmes font avancer les choses, mais les modérés permettent de les intégrer dans la société. Donc là, le problème, c'est qu'il y a peut-être trop d'extrêmes, mais c'est pas un nouveau féminisme, c'est des idées qui existaient déjà, mais qui sont juste plus mises en avant aujourd'hui. Donc le féminisme ne change pas, mais le moyen change. Donc il change avec, du coup, si vous voulez. Sur le fond, ces revendications, ces différents témoignages, même s'il y avait des témoignages avec le hashtag MeToo, est-ce que c'est pas un nouveau féminisme dans le sens où les revendications sont pas nécessairement les mêmes que il y a 40 ans où il y a eu l'IVG en France. Le fait de dire qu'il faut coucher pour réussir, ça on connaît depuis longtemps, hein, l'expression passer sous le bureau, elle existe depuis plus longtemps que le hashtag MeToo. Mais enfin moi c'est que ça existe, mais c'est juste le moyen permet de le mettre plus en avant. Donc est-ce qu'on considère que ça fait changer la nature du mouvement? Si on considère ça, alors oui c'est un nouveau féminisme, mais moi je pense pas. Pardon, le but reste le même, mais et c'est pas une mauvaise chose. Oui, ouais. Clément. Alors moi je pense au contraire que c'est la grande revanche de Simone de Beauvoir sur Marguerite Yourcenar. What? Je pense que MeToo est Monsieur la grande de la culture. revanche de... C'est-à-dire avant de venir. J'explicite mon propos. Merci. 68 était la victoire du féminisme selon Yourcenar, c'est-à-dire c'est l'opposition, c'est la grande opposition essentialisme, existentialisme, c'est-à-dire pour aller très vite, de Beauvoir considère que un individu est une femme tout le temps. Yourcenar se dit on est un être humain et on se sent femme à plusieurs instants de la journée. C'est la grande différence entre les deux. Et donc, je pense que 68 était la victoire d'Yourcenar et que, au contraire, MeToo
est la victoire de Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que c'est ses idées majoritairement qui ont pris le pas dans le débat, et ce sont elles qui sont mises en avant dans le féminisme, même si ce mot ne veut tout et rien dire, parce qu'il bien sûr, c'est un Oui, on fourre-tout. peut remonter à Olympe de Gouges aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'est un fourre-tout dans lequel on a beaucoup d'idées. Mais en tout cas, c'est un féminisme essentialiste, du coup, qui est mis en avant là. Et voilà, donc pour l'instant, c'est le nouveau féminisme. Juste, je voulais vous poser une autre question à ce sujet. Est-ce que, au fond, ce qu'il a apporté, parce qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a eu une loi en France, entre autres, on en avait parlé avec Martine Brousse sur cette antenne. Est-ce que ce qui est arrivé avec #MeToo, c'est plutôt positif, Arnaud? Ça dépend. Qu'est-ce qui est arrivé avec #MeToo? J'ai donné un exemple. Oui, mais un exemple, c'est pas tout ce qui est arrivé avec #MeToo. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, je continue de contester la pertinence de considérer que quelque chose, que toutes les conséquences de cet événement puissent être qualifiées comme bonnes ou comme mauvaises. Allons-y. Qu'est-ce qui, avec un mouvement comme ça, peut être considéré comme positif, et qu'est-ce qui peut être considéré comme négatif? Ce que je pense qui peut être considéré comme positif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un peu le renouveau du vivier intellectuel. C'est-à-dire que, contrairement à ce que disait Clément, c'est ça? Oui. Moi, je pense pas qu'il s'agisse d'essentialisme. En fait, les thèses qui sont poussées en avant, en fait, déjà dans les milieux académiques féministes, j'ai la chance ou bien la malchance d'étudier en Angleterre, d'étudier un peu dans une sorte de foyer intense de la pensée sociale, de la pensée sociale féministe et de gauche en général. Je peux vous assurer que en majeure partie, il s'agit pas d'essentialisme, en fait. C'est beaucoup plus terre à terre que ça. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, comme je disais, il y a un renouveau des théories, des thèses qui sont mises en place. C'est-à-dire que avant on luttait pour des droits. Maintenant, on lutte entre guillemets pour se redéfinir. Pour appliquer le droit aussi, non? Non, justement, parce que, en fait, moi, je pense que ce serait une mauvaise idée, en fait, de considérer l'action féministe comme juste ce à quoi elle ressemble dans le milieu, dans la vie politique. Parce qu'en fait, ce qu'est l'axe principal de l'action féministe, et ça a toujours été, entre guillemets, de créer des nouvelles façons de penser le genre et de penser la femme, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont... qui ont été réaffirmées, en fait, par le milieu MeToo, par MeToo. Notamment, il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui ont aussi témoigné du fait qu'ils subissaient du harcèlement sexuel eux aussi, d'autres hommes en plus. C'est vraiment tout cet effort-là de dire, voilà, on a envie de redéfinir ce que c'est, on a envie de redéfinir ce que c'est que... On a envie de redéfinir ce que c'est que être un humain, ce que c'est que se sentir appartenir à un genre. Et c'est vraiment des questions qui sont fondamentales dans le milieu académique actuel. Ivan, Oui. Même question. Est-ce que c'est globalement positif, comme aurait dit Georges Marchais? Je suis assez d'accord déjà sur ce que Clément et Rémi ont pu dire. Et dans ce sens, oui, de toute façon, peu importe ce qui se passe, le fait qu'il y ait maintenant plus un dialogue, qu'il soit fait sur les réseaux sociaux ou ailleurs, le fait qu'on ait un dialogue sur des questions comme ça, pour que ça puisse, pour que disons, on puisse aller dans des directions où plusieurs parties puissent se comprendre, c'est forcément une bonne chose. Rémi? Je suis tout à fait d'accord. Vous avez absolument rien à rajouter. C'est ce que je voulais dire, donc pour le coup. Mot pour mot, d'accord, très bien. Clément? Comme le disait Gide quand il passait à la télé,
qu'il esquivait savamment la question. Il disait vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Et donc je me permets une petite digression, je reviens sur le propos précédent. Je crois que la tête, il y a une différence entre ce que pensent les femmes quand vous les interrogez et les personnes tenantes du mouvement. Je pense que en effet, la plupart des femmes dans le cas sont plus tournées vers un pragmatisme qui est de je veux pouvoir sortir le soir à 22h sans me faire emmerder. Mais je pense que cet essentialisme dont je parlais précédemment, il se retrouve surtout sur les gens qu'on va voir à la télé intervenir en faveur du féminisme. C'est ça en fait le propos que j'avais, ce qu'a pas forcément compris Antoine. Et Arnaud surtout. Arnaud. Et du coup, je suis obligé d'être d'accord parce que maintenant je comprends. Oui. Voilà. Oui. Et pour faire très vite Voilà, des points négatifs, moi j'ai été très amusé de la demande de certaines essentialistes, en l'occurrence, qui demandaient l'équité sur le genre des auteurs pour les textes de philo du CAPES. Alors je regrette, mais Platon, Descartes, Nietzsche, Spinoza et tant d'autres sont des hommes. Il y a à peu près trois auteurs féminines dans la littérature philosophique. Je ne suis pas sûr qu'une telle demande soit très pertinente au regard de l'histoire. Merci messieurs, juste pour rappel en plus, entre égalité et équité maintenant, on fait plus trop la différence. Moi, c'était l'égalité ça qui me fait était un demandée. petit truc dans mon cœur, vous comprenez, dans mon cœur de méditerranéen. Merci messieurs d'être venus débattre ce soir. C'était un an d'info de 18h à 20h. C'était le grand direct du nouvel an qui a duré certes moins longtemps que prévu pour tout un tas de raisons techniques, mais pas seulement. Des problèmes de personnel également. Vous écoutez LVE, il est 20h01. Merci d'avoir écouté peut-être depuis... il était 17h à la prise d'antenne presque. Donc pendant 3 heures. 16h56. 16h56, voilà, merci Antoine. Je vous souhaite à tous une très belle année 2019. Oui, on a encore le droit de le dire. Et pour la dernière fois, je vous le dis. La semaine prochaine à 18h, il y aura LVE Weekend, mais ce sera pas moi. Donc personne n'a été prévenu, mais je vous le dis, je ne serai pas là la semaine prochaine. Donc ou bien il y a LVE Weekend avec quelqu'un d'autre, ou bien il n'y a pas LVE Weekend. En tout cas, je vous retrouve dans 2 semaines pour LVE Weekend. D'ici là, bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt.